Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Une émission donnée le 4 novembre 2014. Notre émission Causerie avec un prêtre, nous allons parler du thème ce soir de Pier Giorgio Frassati et de son intervention auprès des fidèles, comment est-ce qu'il a marqué son époque, comment est-ce qu'il apporte avec son charisme, son sourire et vraiment sa sainteté, beaucoup de choses. Je me présente, Michel Bovy, je suis séminariste ici à Ars. Nous allons passer 1 heure ensemble en compagnie du père Hervé Benoît. Bonsoir, père. Bonsoir. Eh bien, pourriez-vous peut-être commencer par vous présenter et nous introduire un peu dans le thème traitant de Pier Giorgio Frassati ce soir. Oui, bonsoir encore une fois à tous les auditeurs de Radio Espérance. Je suis donc le père Hervé Benoît, je suis donc membre du conseil du séminaire, je donne quelques enseignements et puis j'exerce aussi à l'extérieur du séminaire quelques activités concernant le droit canonique, le droit de l'Église. Voilà, et je vous propose ce soir de découvrir ou de redécouvrir une figure de sainteté, un saint jeune, Pier Giorgio Frassati, qui n'est pas forcément aussi connu qu'on pourrait le croire en France, puisqu'il est italien et que la France parfois se désintéresse un peu de ses cousins de l'autre côté des Alpes. Alors père, c'est vrai que c'est un personnage qui semble quand même toucher à beaucoup de choses. Vous allez quand même nous conduire ce soir à travers les vallées montagneuses, à travers la région de Turin. On touchera aussi à des éléments plus politiques comme la montée du fascisme et puis aussi finalement la façon dont il a une attitude extrêmement ouverte envers les pauvres, la façon dont il va s'approcher de ceux qui sont les plus souffrants. Et pourtant, au départ, avait-il vraiment les conditions suffisantes pour pouvoir être préparé à ce genre d'ouverture envers les plus pauvres ? Comment est-ce que ça se passait lors de son enfance ? Alors, je vous propose donc de faire un parcours en 3 temps. Nous allons parler un petit peu des origines de Pier Giorgio, nous parlerons ensuite de sa jeunesse, et puis nous terminons dans une 3e partie avec sa mort. La première chose importante à dire, c'est que les saints ne tombent pas du ciel, comme on pourrait le croire. Ils naissent et vivent en des lieux précis, en des époques précises. Quelques dates d'abord. Pier Giorgio Frassati est né le 6 avril 1900 à Turin, dans le nord de l'Italie, et il mourra 24 ans plus tard, très exactement, dans cette même ville de Turin. L'Italie du Nord, ça n'est pas l'Italie du Sud, on le dit assez facilement, mais c'est vrai, l'Italie du Nord, au pied des Alpes, dans cette grande plaine au pied des Alpes, la ville de Turin, c'est une partie de l'Italie qui a fait l'unité italienne, d'abord au XIXe siècle. Lorsque Pier Giorgio va naître, l'unité italienne est encore toute fraîche. Le nord de l'Italie est une région industrieuse qui connaît le plein boom du développement industriel, avec tout ce que cela comporte de changements sociaux, de difficultés, mais aussi de progrès matériel, si ce n'est moral ou spirituel. Et la famille de Pier Giorgio est même originaire du pied des Alpes, du Piémont. C'est une famille très intéressante et nous en reparlerons. Et effectivement, on peut se demander, dans ce contexte, dans ce berceau, si Giorgio Frassati était directement tourné vers les autres ou bien s'il a eu une hésitation entre une pastorale tournée vers les gens qui souffrent ou bien une vie beaucoup plus indépendante, beaucoup plus moderne dans laquelle il se réaliserait. Notamment, pourrait-on parler dans ce cadre de son amour pour la montagne ? Oh là là, alors je crois qu'on va un peu vite en besogne, et puis avec Pier Giorgio, on ne parle pas de pastoral, tout ça, c'est des mots cléricaux. Commençons par le début, si vous voulez. D'abord, les parents de Pier Giorgio. Ses parents sont apparentés familialement, ils sont plus ou moins cousins. La famille de son père
est originaire de la région de Biella, qui est une des régions les plus industrieuses, des vallées où l'on travaille beaucoup. Son père a fait du droit dans sa jeunesse, la famille est plutôt modeste sur le plan matériel, et puis en fait le père de Pier Giorgio va se lancer dans le journalisme. En 1896, il va racheter un journal qu'il va appeler la Stampa, ça veut dire la presse en italien, et il va faire en quelques années de ce journal un des plus importants quotidiens d'Italie. Et avec la notoriété viendra aussi l'argent, puisque cette entreprise, cette aventure entrepreneuriale va être un énorme succès. Et lorsque, au fond, Pier Giorgio est le fils d'un homme très très riche, très influent, puisque son journal va se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et enfin, c'est un homme influent aussi par la politique, puisque le journalisme, en ces temps-là, et dans la personne de son père, ne se distingue pas d'une carrière politique qui conduira le père de Pier Giorgio à devenir sénateur du Royaume d'Italie et à même être, à la veille de la guerre de 14, ambassadeur en Allemagne. Voilà une gradation qui est assez spectaculaire. On pourrait se demander si justement dans ce contexte-là, la famille n'est pas quelque chose de prédominant. Et de quelle façon a-t-il été marqué par l'exemple de son père? A-t-il voulu lui aussi faire une carrière diplomatique et s'engager dans la politique? C'est vrai que disposer d'un journal dans la famille, c'est quand même un impact extraordinaire. En quelle mesure est-ce qu'il a été influencé dans sa destinée pour tout cela? Ce qu'il faut dire maintenant, après avoir tracé rapidement la carrière de son père, il faut parler de sa personnalité. C'est un homme d'une haute tenue morale, mais c'est un homme qui n'a pas la foi. S'il est agnostique, il respecte la religion en tant qu'elle est un des piliers de la société, mais lui n'est pas croyant. Et il ne donnera aucune autre éducation à son fils qu'une éducation morale. Il faut travailler, il faut accomplir son devoir, il faut faire son devoir. Voilà les principes moraux, mais purement humains, que son père va enseigner à Pier Giorgio. L'autre personnage, évidemment, de la famille, c'est sa mère. Sa mère est presque à l'opposé, même si sa personnalité est aussi une personnalité forte. C'est une artiste. Madame Frassati, Adélaïde Frassati, est peintre. Elle en fait quasiment son occupation principale. Et malheureusement, et c'est une des difficultés que vivra Pier Giorgio, c'est que les enfants passent après, même si elle les aime beaucoup. C'est un peintre d'un certain talent et qui va poursuivre une carrière de peintre tout au long de son existence. Voilà pour ce qui est donc des parents de Pier Giorgio. Ce qu'il faut dire, c'est que, pour résumer les choses, ce mariage ne sera pas un mariage heureux. Et Pier Giorgio va vivre tout au long de sa jeunesse dans la tension de plus en plus forte entre ses parents qui seront toujours au bord de la séparation. Et cela va peser très très lourd, je dirais, dans l'arrière-fond, le climat, la formation de Pier Giorgio. Est-ce que la piété de la mère est un réconfort pour Pier Giorgio? Est-ce qu'il trouve peut-être auprès de son père un modèle de foi ou d'espérance, ou au contraire est-il marqué d'une manière négative par le caractère de son père? Alors, Pier Giorgio a une immense admiration pour son père, qu'il respecte beaucoup, mais ce n'est pas non plus du côté de sa mère qu'il va trouver véritablement à s'enraciner dans la foi chrétienne. Sa mère a, comme c'est souvent à l'époque, un peu plus de religion que son père, comme on disait, mais voilà. Pour le reste, c'est plutôt extérieur, c'est plutôt formel. Et puis, il est entendu que lorsque Pier Giorgio sera adolescent, eh bien, ma foi, il laissera tomber tout ça après avoir été élevé chez les bons pères, puisque pour un homme, ce n'est pas si important que ça. Je crois que ça sera, et on va le voir, c'est ailleurs que Pier Giorgio va découvrir la foi, l'approfondir. Et, encore une fois, c'est très important de le dire, cette ambiance familiale où, bien qu'on soit des enfants de riches, on reçoit une éducation très austère, fondée sur la discipline, l'austérité. On se lave à l'eau froide le matin, qu'il fasse beau, qu'il gèle. On doit serrer les coudes à table, etc. Enfin bon, les plus âgés parmi nous ont connu ce genre d'éducation. Voilà ce que vit Pier Giorgio dans sa petite enfance. Alors, je viens d'entendre qu'il a été éduqué par les pères. Vous voulez sans doute parler des pères jésuites, mais en quoi est-ce que ce passage chez les pères jésuites a pu le marquer dans sa foi?
Alors très curieusement, c'est à cause de ces mauvais résultats scolaires que Pier Giorgio va recevoir et pouvoir découvrir les fondements de la foi. Tout d'abord, il a un précepteur à la maison qui est un prêtre de Don Bosco. Je rappelle que nous sommes à Turin et que cette ville a été marquée par les grandes figures de sainteté, Saint Joseph Cafasso, avec le Cotolengo, etc., etc. Et puis donc, bien sûr, Don Bosco. Et les pères salésiens qui avaient une dette envers monsieur le sénateur Frassati ont proposé que la première éducation se fasse à la maison par un père salésien. Et puis ensuite, ayant échoué à un examen de latin, il doit recommencer quelques classes et donc on le met dans un cours pour mauvais élèves tenu par des pères jésuites et c'est là qu'il va véritablement découvrir au contact des pères jésuites et puis de ses jeunes camarades un certain nombre d'organisations, la croisade eucharistique, il va découvrir la messe quotidienne, etc., etc. Et c'est là véritablement que commence sa véritable et profonde éducation chrétienne. La découverte de la messe quotidienne, donc c'était quelque chose de particulier qu'il découvrait et dont il n'avait pas tellement l'habitude. Comment est-ce que cela a pu se produire, cette possibilité d'enfin participer à l'Eucharistie quotidienne ? Je dirais pas enfin, je crois qu'il a découvert peu à peu que ce qui était la religion formelle de sa mère méritait d'être vécu et il a peu à peu découvert le Christ. Ce fut un chemin, je dirais pas ordinaire, mais le chemin que nous faisons tous. Hein, mais dans l'entourage de Pier Giorgio, surtout parmi les domestiques à la maison, beaucoup avaient remarqué sa gentillesse et surtout sa charité envers les plus petits, envers les plus pauvres. Il ne s'agit pas de le canoniser dès l'enfance, mais de voir que voilà, il y a une personnalité riche, généreuse, qui se dessine dans cet enfant, qui par ailleurs est conduit à l'école par un chauffeur, etc., etc. Hein. Cette capacité d'avoir des actes généreux envers les pauvres, par exemple donner ses chaussettes au premier pauvre qui sonne à la porte, ou encore d'autres choses, comment est-ce que ce genre de geste était perçu par l'ambiance familiale, par son père ? Est-ce qu'il était apprécié, reconnu dans ce genre d'attitude ? Le sénateur Frassati était connu pour sa générosité et son sens humain. Et il a toujours été, c'était aussi la tradition du grand patronat du nord de l'Italie, toujours dans un certain sens social, de l'action sociale, de l'encouragement des initiatives dans ce domaine. Dans la Stampa, il y avait chaque semaine une sorte de chronique de la charité où les gens pouvaient découvrir des cas de personnes pauvres à aider, des occasions de charité ou de générosité. De ce point de vue-là, il a reçu un exemple de son père. Mais je crois que, évidemment, plus profondément, il va, par l'éducation de la foi, par la découverte de la figure du Christ et de l'Évangile, on sent bien que peu à peu, il découvre le sens profond. Hein, et ce n'est pas pour rien qu'il dira plus tard, lorsque sa mère, surtout préoccupée de son éducation mondaine, de sa participation à la vie mondaine de la haute société de Turin, se moquera de lui et de son action auprès des pauvres. Et il aura cette réflexion étonnante de dire, voilà, quand je vois les pauvres, je vois quelque chose que personne ne voit et qui rayonne autour d'eux. Et je crois que ça marque bien ce regard profond au-delà des apparences. Tel que je suis sans rien.
Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 4 novembre 2014. Pier Giorgio Frassati. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre. Alors, Père, nous en étions restés finalement à cette question de la façon dont il allait être marqué dans son enfance par certaines attitudes familiales, mais aussi une certaine générosité qu'il allait déployer progressivement, peut-être par différents types d'actions dans lesquelles il allait s'investir. Pourriez-vous nous donner quelques exemples de son investissement personnel, de son don aux autres? Jusqu'à l'âge de 16 ans environ, Madame Frassati a eu sur ses deux enfants, parce que nous avons oublié un personnage très important dans notre récit, c'est la sœur Luciana, qui a été vraiment la plus proche de Pier Giorgio, sa sœur qu'il a beaucoup aimée, dont il était très proche, à qui il demandait toujours conseil. Et c'est à travers elle que l'on connaît le mieux Pier Giorgio, parce que c'est elle qui a eu à la fois la difficulté, le courage d'expliquer dans quel climat ils avaient été élevés, comment ils avaient vécu, et comment la sainteté de Pier Giorgio est née au milieu de ces difficultés en les traversant. Donc jusque vers 16 ans, Madame Frassati a gardé un contrôle très strict sur les enfants, leur éducation, leur fréquentation. Et puis l'adolescence venant, elle va leur lâcher, comme elle dit, un peu la bride sur le cou. Et ça va être l'occasion pour Pier Giorgio de se lancer dans de multiples activités autour de la foi. Et c'est ainsi que des dizaines d'associations aujourd'hui, catholiques tout particulièrement, peuvent se revendiquer de l'avoir eu pour membre. Alors cela va de peut-être la plus importante, l'Action catholique des étudiants, qu'on appelle en Italie la FUCI, donc l'Action catholique des étudiants, Fédération universitaire des étudiants catholiques. Très important parce que ça va être pour Pier Giorgio le cadre d'une formation intellectuelle, d'une formation culturelle et aussi d'une action politique. N'oublions pas que l'Italie a vécu d'abord la guerre de 14 et puis qu'au sortir de la guerre de 14, le royaume a basculé dans le fascisme. En tout cas, Mussolini et son parti politique ont pris le pouvoir en 1922 et que désormais, le régime, qui n'est pas un régime totalitaire, mais un régime autoritaire, a commencé à peu mettre la main sur la société et tenter d'infléchir le mouvement culturel et politique de la société. Et en face du fascisme, il y a eu essentiellement deux tendances, le Parti communiste italien et tout ce qui tourne autour de l'Église. Et en particulier, l'Action catholique, dont Pier Giorgio va faire partie. Comment manifestait-il sa foi, en fait, en étant engagé, notamment dans ces mouvements catholiques, dans cette jeunesse catholique, par rapport au fascisme? Comment faisait-il pour réagir? Comment faisait-il pour faire connaître sa foi? Est-ce qu'il avait une sorte de compromis mou vis-à-vis du régime fasciste, ou bien est-ce qu'il osait manifester sa différence? Écoutez, je crois que la chose essentielle qu'il faut retenir, c'est que Pier Giorgio était catholique, se voulait catholique, et qu'il n'a jamais eu d'autre désir que de servir le Christ dans l'Église. Et ça s'est traduit par, comme on l'a dit, d'innombrables activités culturelles, politiques, sociales. Alors il y a eu l'Action catholique, mais il y a eu aussi, on en parlera plus tard, tout ce qui est vers les pauvres, mais tout ce qui est dans le cadre culturel et politique et social, un certain nombre de groupes de réflexion, de formation, le syndicalisme chrétien, les manifestations éventuellement en défense de l'Église, puisque Mussolini a joué sans cesse de la balance entre des actions contre l'Église et tenté d'amadouer les catholiques. Voilà. Et il a également été assez proche de ce qui deviendra plus tard, après la guerre, la démocratie chrétienne, et qui avait été fondée sous la forme de ce qu'on appelait le Parti populaire de Don Sturzo. L'idée que des catholiques pouvaient fonder un parti d'inspiration catholique. Alors évidemment, la tension avec le fascisme, les difficultés inhérentes à cette époque n'ont pas donné au Parti populaire le succès qu'il aurait pu avoir, les divisions des catholiques, il faut le dire aussi. Mais en tout cas, ça a été
fondamentalement pour Pier Giorgio l'idée que, voilà, selon ce qu'avait dit saint Pie X, tout instauré dans le Christ, y compris la vie politique et sociale. Et donc effectivement, et là il est partisan d'une Église visible, il ose manifester ses convictions, il prend des risques. Je crois même que ça lui vaut quelques ennuis, se faire arrêter lors de ses manifestations, mais il a aussi un côté beaucoup plus caché. On parle de lui comme étant le frère Jérôme. On parle du moine Jérôme Savonarole aussi. Donc il a voulu s'inspirer finalement de grandes figures chrétiennes, et il n'y a pas eu que cet aspect politique qui est manifeste. Oui, tout à fait. Ce que l'on vient d'évoquer est certainement la partie la plus visible. Mais évidemment, derrière tout cela, il y a eu, dans la même progression, dans le même approfondissement, un approfondissement spirituel. Et peu à peu, Pier Giorgio a également approfondi son engagement spirituel. Alors, il y a eu l'adoration eucharistique, il y a eu les groupes du rosaire, il y a eu un certain nombre de mouvements. Et puis, dans les années 1920, il découvre l'ordre franciscain. Et à travers un ami et puis plusieurs pères franciscains, il va approfondir son engagement dans la spiritualité dominicaine à travers ce que l'on appelle le tiers-ordre. Le tiers-ordre, il s'agit depuis d'ailleurs presque l'époque de Saint-Dominique, et cela a son parallèle dans la famille franciscaine, que des laïcs puissent participer, sans être eux-mêmes directement religieux, à la vie spirituelle, au charisme, à la grâce propre de telle ou telle famille spirituelle, en l'occurrence pour Pier Giorgio, la famille dominicaine. Et ce qui va le conduire, au bout de quelques années, à faire un engagement dans le tiers-ordre, tout en étant bien laïque, mais qui prend une forme d'engagement religieux, et c'est à cette occasion-là qu'il recevra un nom, et il recevra, alors c'est assez paradoxal, non pas le nom d'un saint canonisé, mais celui du personnage assez étrange, et assez étrange, de Jérôme Savonarole, ce dominicain brûlé par l'Église, brûlé par le pape, après avoir le réformateur de Florence et une sorte de révolutionnaire chrétien apocalyptique. Je crois que Pier Giorgio appréciait chez lui cette force de la foi. Au-delà des controverses historiques, chez Savonarole, il y a cet engagement total pour le Christ, et c'est ça qui a fasciné Pier Giorgio, au point qu'il a pris ce nom comme frère du tiers-ordre, et qu'il l'a fait prendre à un certain nombre de ses amis également. Mais derrière cet aspect un petit peu croisé, un petit peu batailleur, il y a d'abord l'idée de cet engagement profond et de cette vie de prière ardente qui l'animait et dont il a vécu dans toutes ces années-là, au milieu d'innombrables activités, la prière silencieuse, cette union intérieure avec le Christ qui a frappé très vite, non pas son cercle familial, mais ceux qu'il connaissait davantage, c'est-à-dire ses amis et les gens qui participaient aux mêmes activités que lui. Alors effectivement, cet engagement se poursuit aussi, notamment dans la congrégation mariale et ce qu'on appelle l'apostolat de la prière. On va même aller plus loin. En fait, quand il va commencer ses études en tant qu'ingénieur, eh bien là, il va aussi le faire avec une motivation particulière qui semble prolonger finalement son engagement dans la prière. Comment peut-on en fait cumuler à la fois le fait de devenir un ingénieur en polytechnique et finalement de prolonger vraiment cette importance de la prière au quotidien? Alors comme le temps passe, il faut effectivement malheureusement continuer très rapidement. Les études ont toujours été une croix pour Pier Giorgio. Vraiment, c'était un homme qui avait le sens du concret, de l'action. Il faudrait aussi beaucoup parler du grand amour de sa vie qui a été la montagne. Il y avait la Sainte Vierge, mais il y avait aussi la montagne. Du sportif accompli et même de haut niveau qu'il a été. C'est pas pour rien que le jour de sa béatification, sur la façade de Saint-Pierre, on a vu cette photo d'un jeune homme pipe à la bouche et en tenue de montagnard qui a frappé les esprits. Et donc, lorsqu'il s'est agi d'envisager une carrière et des études, et là-dessus, le sénateur Frassati ne riait pas, il fallait vraiment prendre les choses au sérieux. Il s'est dit qu'au fond, puisque, ayant discerné avec son père spirituel que la vocation sacerdotale n'était pas pour lui, eh bien, il fallait s'engager, et son rêve aurait été
son rêve aurait été de devenir ingénieur des mines pour côtoyer les mineurs, cette population ouvrière qui menait une vie extrêmement rude. Voilà, et tel était son but, mais nous verrons après la pause que les choses n'ont pas tourné ainsi et que la Providence l'attendait ailleurs. Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 4 novembre 2014. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre. Nous allons maintenant reprendre, Père, avec Pier Giorgio Frassati, un élément assez important qui concerne finalement la façon dont Pier Giorgio envisage son engagement par rapport à la souffrance ambiante des pauvres et puis des soldats blessés après la guerre, et finalement la façon dont il veut répondre à la misère plutôt que se replier sur lui-même et de rentrer dans une sorte de révolte. Quelle est son attitude ? Donc nous en étions restés au moment où Pier Giorgio va terminer ses études. Il a donc vécu ce temps d'étudiant dans un mélange assez étonnant de joie et de grandes difficultés. D'abord la joie qui vient de la foi. C'est d'abord ça qui est important. Et en même temps, encore une fois, découvrant la misère sociale, les difficultés, les tensions, les oppositions violentes vécues par les catholiques de la part des fascistes. Bref, on sent qu'il y a chez lui une maturation et il y a ce mélange de joie et de souffrance. Parce qu'en plus, les études sont un pinsomme épouvantable pour lui. Il n'a vraiment pas une intelligence abstraite
Et il faut vraiment se forcer par obéissance et par amour de son père pour aller jusqu'au bout des études d'ingénieur qu'il a entrepris. D'autant plus qu'en parallèle, par rapport à ses études, il continue à s'investir et à visiter les pauvres. Alors on y vient, sur la visite des pauvres, nous allons y revenir. Voilà peut-être un petit passage. C'est Pierre Georgiou qui parle. Et au fond, on comprend à quelle profondeur se situe sa réflexion, au-delà de ce qu'il vit, de ce qu'il semble, du beau jeune homme bien habillé qu'il présente à la bonne société. Heureusement, il existe dans l'au-delà une justice supérieure, car autrement, s'il n'y avait pas un Dieu bon et juste, notre vie serait inutile. Aurais-je la force de continuer ? Certes, la foi est mon unique encre de salut. Il faut que je m'y agrippe fortement. Sans elle, que vaudrait notre vie ? Rien. Ou plutôt nous aurions vécu inutilement, parce que dans ce monde, tout n'est que douleur, et sans la foi, la douleur est insupportable. Au contraire, si la douleur est alimentée par cette petite lueur, elle devient belle, parce qu'elle aguerrit l'âme au combat. Alors, en entendant ce texte, il ne faut pas se tromper. Ce n'est certainement pas un doloriste, ce n'est pas un homme qui cherche les mortifications pour le plaisir. Pier Giorgio est un garçon joyeux. Ce qui frappe le monde entier, ce qui frappe tous ceux qui le croisent, c'est sa joie. À tel point qu'il faut entendre le texte que nous venons d'entendre et tout ce qu'il a pu dire lui-même sur la joie avec, je dirais, une sorte de pendant burlesque et bouffon à cette joie spirituelle et à cette joie profondément chrétienne, la joie de la foi. Et en effet, dans un côté un peu étudiant, carabin, etc., au cours de ses études, avec quelques amis très chers, avec lesquels il partage d'abord la foi chrétienne et un désir de se donner au Christ, eh bien, il va fonder ce qu'il va appeler de manière bouffonne la compagnie des types louches, dont la principale préoccupation, c'est de mettre une joie fracassante partout où elle passe, en même temps qu'elle y apporte la foi. Et donc, tout le monde de multiplier les initiatives, les plaisanteries, etc., tout ce qui peut plus loufoque l'une que l'autre pour montrer aussi que eh bien, un saint triste est un triste saint et que voilà, la joie doit être vécue, y compris dans la folie qui doit être celle de la jeunesse. Voilà donc dans quel état d'esprit, quel climat, voilà le chemin parcouru. Et il faut passer évidemment maintenant à ce qui est je dirais le dernier aspect de sa vie, celui qui sera totalement ignoré de ses proches et qui les frappera d'autant plus dans quelques mois. On va voir dans quelles circonstances. On a dit, Pier Giorgio est un garçon concret. Une foi qui n'agit pas, pour lui, n'est pas la vraie foi, n'est pas la foi catholique authentique. Et il va se consacrer à toute la misère que l'on peut côtoyer dans cette grande ville industrielle qu'est Turin, parce que s'il y a des gens riches, et lui est un homme riche, au moins par son père, parce que pour le reste, il n'a souvent pas un sou en poche, à la fois parce que son père lui en donne peu, mais aussi parce que ses poches, elles sont trouées non pas pour dépenser cet argent sans compter, mais pour aller dans celle des pauvres. Et peu à peu, avec ses amis de la conférence Saint-Vincent de Paul, celle conférence Saint-Vincent de Paul des étudiants, il va prendre tout simplement et de manière extrêmement concrète et pratique un nombre très très important d'initiatives pour apporter de l'aide à des familles dans la détresse, à des malades, à des personnes âgées, à des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour aller à l'école. Voilà. Et alors, les témoins raconteront plus tard leur surprise de voir ce jeune homme très bien habillé, toujours bien coiffé, etc., se promener dans les rues de Turin en tirant une charrette pour aider les gens qui avaient besoin de déménager, pour porter des paquets dans des soupentes malfamées des quartiers malfamés de la banlieue ouvrière de Turin. Et ça, c'est vraiment... et il y passera des heures et des heures, il y passera tout son argent de poche, il empruntera à ses amis, voire à son père, pour pouvoir vivre aussi une fois et de vivre la charité à l'école des confrères de la conférence Saint-Vincent de Paul, dont il faisait partie, mais aussi de cette charité toute simple qui sait voir les misères là où elles sont, même si lui, par ailleurs, souvent
et conduit par le chauffeur de son père dans sa grosse voiture. Hein. Et ce qui a beaucoup frappé aussi ceux qui ont été les témoins ou même les bénéficiaires de cette charité. Charité active, charité tous azimuts. Il paraît effectivement qu'il collectait quelques sous pour des missionnaires. Ça allait vraiment ça passait vraiment par des petits gestes, par des petites attentions, mais aussi des visites fréquentes auprès des pauvres. Il n'hésitait pas finalement à quitter les beaux quartiers et à entrer dans des voisinages qui étaient habités par des gens pauvres, malades, et qu'il fréquentait abondamment. Est-ce que ce genre de démarche, de visite, était connu et soutenu de la part de sa famille ou de sa sœur, par exemple? Alors on l'a déjà évoqué. Sa charité était tous azimuts. Hein. Je crois que c'est déjà ça qui est important et qu'il est important de voir que il a fallu à ses amis et à ses proches des semaines et des mois pour mesurer après sa disparition à quel point il avait été actif. Et là aussi, Pier Giorgio n'a jamais fait les choses à moitié, ni en sport, ni dans son action sociale, ni dans son ardeur aux études, même si elle lui pesait lourdement. Et donc, ces initiatives ont été dans tous les domaines, des missions jusqu'aux pauvres les plus proches. Et alors, ce qu'il faut dire, et ce qui est très clair, c'est qu'il l'a fait non pas contre sa famille, mais qui voyait en lui un garçon dissipé, peu préoccupé de ses études, n'ayant pas le sens du concret, et qui finalement perdait son temps, alors qu'il y avait bien mieux à faire dans les soirées de la bonne société piémontaise. Sa charité, pour prendre un exemple, a fait que quand son père était ambassadeur en Allemagne, le personnel de l'ambassade s'était aperçu qu'il réutilisait les fleurs des grandes réceptions du sénateur Frassati pour aller fleurir les enterrements des pauvres ouvriers berlinois. Et là, il y a aussi tout un sens de la délicatesse, de la gratuité. La charité, c'est pas seulement apporter de l'argent, c'est aussi apporter un regard, un respect pour les personnes. Et donc, un personnage qui savait cumuler en même temps le charisme d'un rire, d'une joie profonde qu'il partageait avec ses amis. Vous l'avez évoqué avec cette société de type louche avec qui il partageait une joie et faisait régulièrement des canulars. Il visitait les pauvres et en même temps, il semblait aussi favoriser la prière en incitant les personnes qu'il rencontrait à entrer dans la prière. Donc, il pouvait avoir une approche à la fois, je dirais, proche au niveau humain par rapport aux personnes pauvres, sans délaisser pour autant l'importance de la prière, l'Eucharistie quotidienne, l'adoration, le chapelet, et il semblait rayonner d'une joie extraordinaire qui marquait ses proches, sans pour autant être valorisé d'une façon ou d'une autre dans sa vie personnelle. Non, en fait, je crois qu'il faut être clair. Sa joie et sa foi n'ont pas impressionné ses proches. Elles ont impressionné les gens qui étaient loin de lui, ses amis, des connaissances, les étudiants à la faculté, mais pas ses proches, ni son père, ni sa mère, ni sa sœur, ni voilà les cousins, les tantes, etc. Je crois que ça a été le drame de sa vie. Je crois que derrière les apparences, encore une fois, sa grande souffrance, c'était la tension, presque la haine qui peu à peu a grandi entre ses parents, et puis voilà, cette incompréhension, cette foi qui n'était pas partagée. Et il faut peser combien pour lui il a vécu un amour de ses parents sans limite et sans restriction aucune, tout en ne partageant rien avec eux, ou presque rien. Et c'est cela qui est tout à fait étonnant et qui marque cette sainteté. C'est pas pour rien que lors de on anticipe déjà un petit peu sur le cours de l'histoire, mais lors de sa béatification, Jean-Paul II parlera du saint des 8 béatitudes. Il n'en manquait pas. On le voit dans certaines figures de sainteté, il y a une marque, un appui, une insistance sur telle ou telle des béatitudes. On a le sentiment, en tout cas nous qui le regardons un siècle plus tard, qu'il y a vraiment chez lui cette sainteté en plénitude, même si, encore une fois, autour de lui, chez ses proches, ils ne l'ont pas vu. Ave verum corpus
Sur Radio Espérance, vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 4 novembre 2014. Radio Espérance, ce soir, nous entamons maintenant la troisième partie de la Causerie avec un prêtre. Le père Hervé Benoît nous entretient de Pier Giorgio Frassati. Et maintenant, nous allons aborder des thèmes un peu plus prononcés sur la fin de sa vie. Nous arrivons donc en 1924. La fin tant espérée par Pier Giorgio de ses études approche et deux événements vont bouleverser le cours de sa vie. Le premier, c'est que son père a d'autres vues sur lui. La Stampa est donc ce journal, l'un des journaux les plus prestigieux d'Italie, et le sénateur Frassati pense que c'est à son fils de le succéder. Seulement, on a dit qu'il ne comprenait pas forcément bien son fils, mais quelque chose en lui dit que son fils est quelqu'un de différent. Et au fond, il a du mal à lui faire comprendre sa volonté. Et c'est en passant par un de ses adjoints du journal, un de ses collaborateurs, qu'il obtiendra de Pier Giorgio un oui décisif, donné généreusement, pour abandonner ce qu'il pensait être sa vocation, devenir ingénieur des mines, peut-être partir soit en Allemagne, dans la Ruhr, soit en Amérique du Sud, auprès des mineurs les plus pauvres du monde, pour partager leur vie et les aider à grandir et à vivre mieux. Et puis à être ainsi un apôtre laïque, sans plan particulièrement élaboré, mais dans cette vision-là. Et Pier Giorgio, s'adressant au collaborateur de son père, lui dira « Si papa veut ça, je suis d'accord. Dites-lui que j'accepte. » Ça, c'est le premier événement qui est quand même assez bouleversant pour lui, parce qu'au fond, en tout cas à vue humaine, il doit renoncer à son idéal, il doit renoncer à tout ce qu'il pensait être, d'une certaine façon, pour s'engager dans une carrière dont il ne comprend pas véritablement la nécessité et qu'il ne partage pas avec son père. Et puis, quelque chose qui va être très lié à ses activités auprès des pauvres, au mois de juillet, à la fin du mois de juin, alors qu'il lui reste simplement 2 examens à passer pour terminer et obtenir son diplôme d'ingénieur des mines, Pier Giorgio va tomber malade. Au fond, au début, personne ne s'en aperçoit, et lui-même non plus. C'est un garçon extrêmement sportif, etc. Il commence à devenir faible,
se sentir fatigué, avoir du mal à marcher, et personne ne s'intéresse à lui. Un peu de volonté, mon cher ami, lui dit son entourage, et tout ira bien. Et puis de toute façon, la grand-mère est en train de mourir, et il y a plus important que de se préoccuper des petits problèmes de santé. Donc un peu de courage, il faut se secouer. Et c'est dans cette fatigue extrême qui commence à le saisir que Pier Giorgio va passer ses derniers examens, et en même temps côtoyer sa grand-mère qui est en train de mourir dans l'appartement familial. Et puis les journées passent, les choses ne s'améliorent pas. Un premier médecin finit par être convoqué qui regarde les choses rapidement et ne diagnostique rien de grave. Et puis Pier Giorgio doit s'aliter, il devient de plus en plus incapable de bouger, une sorte de paralysie le saisit. Et de l'autre côté du mur, sa grand-mère est entrée en agonie. Toute la famille se rassemble, s'agite, et il est véritablement dans sa propre maison, complètement abandonné à lui-même. Seule une employée de la maison va lui apporter un petit peu, quand elle a le temps et qu'elle ne doit pas s'occuper de la grand-mère ou du service de la maison, s'occuper de lui. Et il va passer dans la solitude, dans une souffrance qui devient de plus en plus importante, ce qui vont être, hélas, les dernières heures de sa vie. Il garde sa joie, son sourire malgré tout. Sa sœur en témoignera, profondément bouleversée ensuite, et aussi profondément amère d'avoir complètement oublié Pier Giorgio dans ces heures si pénibles. Si bien que, pour des raisons aussi sociales, pour ne pas le déranger, parce que ça ne se fait pas, etc., même ses amis les plus proches seront écartés de son lit de mort, puisque brutalement, on va découvrir la maladie dont il est atteint. C'est une poliomyélite foudroyante, et à cette époque-là, il n'y a pas de médicaments. On va bien tenter de faire venir de Paris, par avion, par relation du sénateur Frassati, un médicament expérimental, mais la Providence fera qu'une tempête de neige au mois de juin sur les Alpes empêchera l'avion d'arriver à temps. Et donc, il va mourir peu à peu complètement paralysé par cette maladie qui détruit le système nerveux. Et il va donc mourir dans ce mois de juillet 1924. Comment va-t-il vivre cette souffrance et finalement va-t-il chercher des moyens pour l'atténuer, pour finalement, je dirais, éviter ce choc physique, ce désastre par rapport à une vie qui était vraiment épanouissante? Je crois qu'on ne sait pas. Ça, c'est le mystère de la mort de chacun. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Ce qu'on sait, c'est qu'il tenait son chapelet à la main, qu'il a plus ou moins refusé une piqûre de morphine qu'on lui proposait, encore que... Bon, mais tout ça dans la confusion familiale qui fait qu'on ne sait pas très très bien ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'il a beaucoup souffert et que la mort a été une sorte de délivrance pour lui en ce 4 juillet 1925. Une mort qui est cachée, et pourtant quelque chose de fort va être révélé par cette mort. Et là, ça va être évidemment pour son père, pour sa mère, pour ses parents qui reviennent de la maison de campagne de Pologne, si aimés par Pier Giorgio, où ils ont été enterrés la grand-mère. C'est le choc, évidemment, de découvrir leur fils et frère en train de mourir, puis le choc de sa mort. Il semble bien que le sénateur Frassati, il y a quelque chose en lui qui, ce jour-là, se soit brisé de cette personnalité, de cet orgueil, de la réussite sociale, de la richesse et de la puissance. Et les parents stupéfaits vont se rendre compte que des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes vont témoigner à ce moment-là de l'extraordinaire œuvre qui avait été celle de leur fils, qui n'avait rien vu. Ce sont d'abord ses amis, ces dizaines d'amis, garçons et filles de l'Action catholique, des mouvements de jeunes catholiques, des mouvements de spiritualité, du tiers-ordre, etc., etc. Et puis, lorsque le cercueil va sortir dans la rue pour aller jusqu'à l'église de sa paroisse, eh bien, ce n'est pas quelques centaines de personnes venues honorer le fils du sénateur, de l'homme politique bien connu de Turin, mais des milliers de personnes qui vont se rassembler, non pas pour le sénateur Frassati, mais pour Pier Giorgio lui-même. Et ça va être une sorte de manifestation silencieuse absolument extraordinaire et qui va aussi, pour son entourage, être un choc.
Et au fond, Pier Giorgio, qui avait aimé accompagner le Seigneur dans les rues de Turin, malgré les colibets, les moqueries et les violences des anticléricaux ou des fascistes, eh bien, ça va être une immense et dernière procession qui va l'accompagner jusqu'au cimetière. Et donc à ce moment-là, effectivement, sa propre sœur et toute sa famille découvrent une sorte d'apostolat caché dont ils ne soupçonnaient absolument pas l'existence. Et l'image finalement de cet homme change complètement dans la famille. Sa mort en fait est le début d'une nouvelle vie, mais même au sein de sa famille. D'une certaine façon, ses parents l'ont véritablement découvert au jour de sa mort, au moment où ils l'ont perdu. Et ça a été pour eux un choc terrible. Sa sœur Luciana était déjà partie de la maison depuis longtemps. Elle était mariée à un diplomate polonais. Entre parenthèses, elle a vécu jusqu'à l'âge de 105 ans. Elle a eu l'occasion, étant femme de diplomate pendant la guerre, d'aider la résistance polonaise. Et ça a été également elle qui, ensuite, après la guerre, s'est attachée par la publication de lettres, de témoignages, avec d'autres, en particulier par le prêtre qui avait été son instituteur, de faire découvrir cette figure magnifique de sainteté de Pier Giorgio. Alors je crois que le temps passe très très vite. Nous allons donc conclure ainsi. J'invite les auditeurs de lire. Il existe en français quelques ouvrages avec des extraits de lettres et des témoignages sur Pier Giorgio. Le plus facilement accessible est le livre de sa sœur qui s'appelle Pier Giorgio Frassati, Les jours de sa vie, par Luciana Frassati, sa sœur, publié au Sarment Fayard. Et puis, je me permets d'indiquer, c'est aussi un petit peu ce qui a été l'occasion de cette causerie de ce soir, que les éditions Artege de Perpignan, qui ont publié en particulier le texte de Monseigneur Bagnard sur le curé d'Ars, publieront une traduction d'un ouvrage italien qui s'appellera Pier Giorgio Frassati, et qui est, à mon sens, la meilleure biographie qui existe à l'heure actuelle sur Pier Giorgio, sur sa famille, sur l'Italie catholique des années 30, des années 20, des années 30, tel qu'il a vécu. Voilà, ce livre devrait sortir dans les mois qui viennent. Peut-être que vous aurez l'occasion de le voir à ce moment-là. Alors, les auditeurs nous ont envoyé quelques questions. Il y a des questions très, très générales, on va avoir un petit peu de mal à y répondre. Une question sur l'action catholique en Italie et en France. Il est sûr qu'elles ne se ressemblent pas, qu'elles ont eu des parcours différents, que la situation de l'Italie et la situation de la France n'étaient pas la même. Mais il y a des figures de sainteté chez l'une comme chez l'autre. Elles sont peut-être moins connues en France, mais n'oublions pas que, par exemple, tous les jeunes qui sont morts avec camps de concentration et dont les causes de béatification sont en route, après Marcel Callot, pour la plupart d'entre eux, ont été soit scouts, soit membres de l'Action catholique. Et donc, il faut certainement leur rendre hommage aujourd'hui. On soulignera en passant que pour beaucoup de scouts, en fait, Pier Giorgio Frassati reste une figure emblématique. Même si lui ne l'a jamais été. Comme quoi, le charisme est vraiment transcendant. Jean-Paul II a voulu faire de Pier Giorgio un apôtre et un patron pour la jeunesse, et je crois que sa figure à la fois sympathique et profonde, ouverte à toutes les questions qui se posent à l'intérieur de la société et les exigences spirituelles d'une foi chrétienne, il les a vécues à plein et il fait un modèle merveilleux. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma